Deuxième partie, face à Manuel Virotte, qui a écrit OVNI sur la France des années 1940 à nos jours. Et alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus. Enfin, quand je dis penchés, ils ont plutôt levé la tête et qui ont travaillé pour essayer de savoir le vrai du faux, tout ça. Et vous, pourquoi, encore une fois, je pose la même question, mais pourquoi vous êtes tombé dedans? Qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire? Je cherchais un sujet hors norme, un sujet original. Donc à La Réunion, je ne trouvais pas de sujet qui me satisfasse. Vous aviez la sorcellerie, vous aviez les apparitions de la Sainte Non, Vierge. parce qu'on n'est plus dans l'histoire contemporaine. Enfin, on serait obligé de remonter bien avant. Enfin, chacun son truc, oui. Voilà, donc moi, c'est l'histoire contemporaine, ma spécialité. Et donc, un sujet, et puis je cherchais surtout un sujet national aussi. D'accord. C'est une base historienne qui vous intéressait de récupérer. Bien sûr, oui, c'est ça. Bien sûr, moi je ne suis pas un ufologue, je suis un historien de l'ufologie. C'est radicalement différent, même si des fois on a un peu l'impression que les deux se mélangent. Apparemment, vous avez quand même suivi pas mal de groupes d'ufologues pour... J'ai suivi leurs archives, Oui. essentiellement leurs archives. D'accord. Oui, j'ai fait quelques interviews, tout ça, mais c'est surtout les archives, moi, qui m'intéressent. Nous, on travaille dans les archives. Et c'est des archives militaires et de gendarmerie, les trois quarts. Alors, les archives militaires, les archives de gendarmerie, j'y ai eu accès de manière indirecte, essentiellement par la base de données du GEPAN. Je rappelle que le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés. Il n'a pas été dissous, ça? Il a été dissous et aujourd'hui il s'appelle groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés. Il y a aussi tout un fantasme autour du GEPAN, parce que l'ancien directeur aurait dit oui, ou sous Chirac, on avait empêché que le GEPAN continue. Enfin, il y a eu pas mal d'allées et venues dans tous les sens. Oui, il y a pas mal d'histoires sur le GEPAN. Bon, le GEPAN, c'est une structure qui collecte les informations, essentiellement les témoignages, mais aussi les rapports de gendarmerie, mais aussi de l'aviation civile. Et ça avait été accepté à ce moment-là par les militaires en disant oui, il faut quand même qu'il y ait cette structure, c'est ça? Alors à la base, on ne sait pas trop. Je l'écris dans mon livre. Claude Poher, qui a été le créateur du GEPAN en 1977, lui dit c'est lui. C'est son action militante au sein du CNES qui fait que le CNES a ouvert ce service OVNI. C'est vrai, il a eu un rôle important, un rôle décisif. Après, c'est Yves Sillard qui dit c'est moi qui ai pris la décision. Après Claude Poher, il était probablement le parent d'Alain Poher, qui était donc le deuxième personnage de l'État pendant longtemps au Sénat. Donc il a peut-être eu des facilités pour faire ça. Et donc le GEPAN, donc, il collecte les témoignages, il centralise les rapports de gendarmerie et aussi de diverses administrations. Il mène des enquêtes, il mène des mini-enquêtes, il classifie, il fait des bases de données. Et c'est eux qui ont fait un compte-rendu après, au moment de Chirac et Jospin. Alors voilà, oui. Alors ça c'est le rapport Cometa, c'est un peu différent. Ah, oui. Voilà. Et je reviens encore sur le GEPAN, et aujourd'hui le GEPAN avec un I, donc pour information, informe, ce qu'il ne faisait pas autant, en tout cas beaucoup moins à l'époque. Donc aujourd'hui les archives sont mises en ligne, chacun peut les consulter, donc ça, il y a une montagne d'archives, et donc c'est bien pour les chercheurs. Alors le rapport Cometa, c'est encore autre chose. Le rapport Cometa, c'est en 1999, donc il y a une association qui s'appelait Cometa, Comité d'études approfondies, qui était, animée essentiellement par le général Denis Letty, qui donc a rédigé un rapport. Un vrai général. Un vrai général, un général d'armée de l'air. Mais il n'y avait pas que lui, dans le groupe Cometa, il y a un amiral, il y a d'autres généraux, il y a des ingénieurs, c'est un groupe très sérieux. Ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Et donc dans ce rapport, qui aurait été remis en main propre donc à Lionel Jospin et Jacques Chirac, eh bien il est dit pour l'essentiel, donc c'est un tableau d'ensemble de l'ufologie, mais l'information pour moi qu'on cherche à faire passer à travers ce rapport, c'est les Américains ont récupéré des choses, maintiennent le secret et ils doivent communiquer là-dessus, ils doivent donner leurs informations à leurs partenaires pour le bien de l'humanité en quelque sorte. Et ils ne doivent pas conserver pour eux leur secret. Donc c'est ça le message qui est dans... je pensais que c'était une vérification de l'armée à faire systématiquement des ovnis parce que danger potentiel de... Oui, c'est le titre du rapport, à quoi doit-on se préparer. Ah non, donc c'est donc carrément sur les Américains. L'affaire Roswell. Alors, on y parle de l'affaire Roswell dedans, et donc il y a ce message en fait, à mon avis, je pense que ça a été lu de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est une manière un petit peu de faire pression sur le gouvernement américain. Bon, ça n'a rien donné. Et Poutine l'a fait aussi dernièrement, pression sur oui, le gouvernement américain. Régulièrement, oui, il y a des révélations ou des pseudo-révélations. Les Américains doivent dire ce qu'ils savent. Voilà, donc ce qui ramène à Roswell, évidemment, mais il n'y a pas que Roswell. Mais sur l'idée du rapport, ils ont raison d'avoir écrit ça?
Alors, moi je pense que l'attitude américaine est ambiguë. Et ça pose des questions. Si on prend l'exemple de Roswell. Donc Roswell, on est en 1947, début juillet, on est du côté de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, et infirmier alerte qui s'appelait Mac Brazel, je crois. Il informe le shérif de la localité que quelque chose s'est écrasé dans son champ. Une soucoupe volante, je crois que déjà il dit ça. Des officiers des services de renseignement de la base de Roswell, qui est la seule base de bombardiers atomiques qui existe dans le monde à l'époque, oui. Les officiers de services de renseignement, ceux qui connaissent un petit peu le matériel, différents matériels, etc., viennent sur le site, récoltent, donc il s'appelait J.C. Marcel et Cavit, le capitaine Cavit. Et donc, ils reviennent à leur base, et la base fait un communiqué disant une soucoupe volante s'est écrasée. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps. Une soucoupe volante s'est écrasée à Roswell, etc. Et le lendemain, ou le soir même, je ne sais plus trop, un autre communiqué de la base, ou non, des supérieurs hiérarchiques, le général de la région aérienne dont dépendait Roswell, qui dit non, pas du tout, c'était un ballon météorologique. Ouais. Donc moi, je ne connais pas l'affaire Roswell en détail. Mais ce que je sais, c'est quand deux officiers des services de renseignement confondent un ballon météo avec du tissu en aluminium, je sais pas, des baguettes de balsa, et une soucoupe volante, bon. Ça pose quand même des questions, c'est un peu intriguant quand même. Hein. Oui. Donc voilà, ça c'est la première chose. C'est que des militaires aussi. Hein. Oui, bien sûr, on peut avoir quelques craintes. Et alors, l'affaire va rebondir en 1978 et le J.C. Marcel, qui est contacté par un ufologue américain très sérieux qui s'appelle Stanton Friedman, va faire des déclarations à Stanton Friedman, va faire des déclarations devant la presse, devant les médias, disant non à Roswell, parce qu'on lui a fait présenter le ballon météo. C'était pas un ballon météo, c'était vraiment une soucoupe volante. Ah, il a fait cette déclaration en 78 il a déclaré ça. Et je crois qu'il a déclaré aussi sous serment. De même que le général de la base, il me semble, ou le second du général, déclare également la même chose, en 78. Ah oui. L'affaire va encore rebondir en 1994, je crois. L'armée l'armée de l'air va finalement reconnaître que c'était pas un ballon météo, mais que c'était un ballon Mogul. Donc un ballon Mogul, c'était un ballon, destiné à détecter les explosions atomiques soviétiques. Donc pareil, il était fait en baguette de balsa avec des réflecteurs en aluminium. Il y avait plusieurs. C'était un train de ballon en fait. Et donc c'était top secret. Donc ils pouvaient pas savoir, etc. Mais là encore, confondre ça avec une soucoupe volante, ça pose problème. Et l'affaire va rebondir encore une fois parce que le député de l'Arizona qui s'appelait Stephen Schiff en 95, je crois, ou en 94. Donc lui veut en savoir plus. Hein. Je pense qu'il est poussé par ses électeurs, un député du Nouveau-Mexique ou de l'Arizona, je me rappelle plus. Et donc il demande que la lumière soit faite. Donc en tant que député, il contacte l'armée, il veut que l'armée ne répond pas. Et donc il va y avoir une enquête de la Cour des comptes américaine, le GAO, sur cette affaire. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont aller à la base de Roswell, ils vont dire les archives entre 1945 et 1949 ont disparu. Okay. Notamment toutes les communications extérieures de la base de Roswell avec l'extérieur, tout ça a été supprimé. C'est pas forcément illégal, mais le donneur d'ordre, on ne sait pas qui c'est. Et donc ils disent, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé à Roswell. C'est la conclusion du GAO. L'enquête continue. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a caché des preuves. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des archives qui ont été détruites, pas forcément légalement, en tout cas il n'y a pas le nom du donneur d'ordre. Et bizarrement, à la même période. Donc tout ça, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'affaire Roswell, il faut lire Lagrange, il faut lire Bourdet, Gilda Bourdet, pour avoir la thèse et l'antithèse, pour se faire une idée. Mais moi je me pose quand même des questions sur ces données de base. Quoi. Il y a de multiples fantasmes tout autour, parce qu'on en a rajouté des couches. Je crois me souvenir d'ailleurs que celui qui a vu les restes de la soucoupe, enfin de la pseudo-soucoupe explosée au sol, avait ramené du métal bizarre, etc. Qui se froissaient, qui revenaient à sa position normale. Bon, ça fait pas ballon sonde. Hein. Qu'on cache, peut-être pour le bien de l'humanité. Alors voilà, c'est souvent on désinforme de manière amplifiante ou réductrice. Alors de manière réductrice, c'est on va se moquer. C'est commode, ça évite, comme ça si on fait un faux pas, on est couvert. Puis c'est aussi une manière de vaincre l'appréhension, l'angoisse. Des tas de journalistes se sont fait piéger par des canulars, on pourra y revenir. En plus, oui. Ce que vous êtes en train de me dire, Manuel Virotte, c'est qu'avec vos recherches d'historien, vous êtes certain qu'il y a quelque chose. Ah oui, je suis certain qu'il y a quelque chose. Mais toute la question est de savoir quel est ce quelque chose. Voilà. Mais effectivement, je suis certain qu'il y a quelque chose
il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'observations. On ne peut pas mépriser ces témoins là qui voient des choses extraordinaires. On ne peut pas mépriser non plus des mesures radars qui mesurent des objets à 10 000, 20 000, 30 000 km/h. On ne peut pas mépriser, donc toujours pareil, ces observations multiples. Ou alors ces radars qui voient des trajectoires à angle droit, des choses comme ça. Donc tout ça, on ne peut pas le passer sous silence. Si on le passe sous silence et si on le cache, ce qui est le cas encore maintenant, parce que tout est passé en dérision et on passe pour des petits fous si on parle de ça, c'est que le gouvernement, les maîtres du monde n'ont pas la main là-dessus finalement. Ils perdent leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils veulent cacher la chose. Toute la question est là, certainement. Il est à peu près certain qu'on n'a pas la main sur ce phénomène. C'est un phénomène qui nous dépasse complètement. Nous, le grand public, qui dépasse peut-être un peu moins certaines structures, certaines personnalités, c'est évident. Certaines autres personnalités qui seraient en contact avec eux, ils auraient fait un pacte. J'ai pas parlé de contact ou de pacte. Mais si on fait l'hypothèse que des objets ont été récupérés, que des éléments ont été récupérés, on a travaillé dessus, certainement que des gens connaissent un peu plus sur la question que le grand public. C'est tout ce que je veux dire. Et si on nous cache la vérité, c'est que certainement c'est embêtant quelque part. Il y a deux raisons majeures. Il y a deux raisons majeures. La première, c'est éviter l'affolement des populations. Si on leur dit nos cieux sont survolés régulièrement par des... Et on peut rien y faire. On peut rien y faire. On sait pas qui c'est. On n'a pas du tout la même technologie. On est complètement dépassé. Oui. Alors, évidemment, ça peut être la panique. Ça peut. Pas évident que ce le soit, mais ça peut être la panique. On peut avoir peur d'être envahi. On peut avoir peur. Et la deuxième raison, que je démontre vraiment, que je montre vraiment dans mon livre, dans le cas de la France, c'est qu'il y a une recherche qui est menée en permanence pour essayer de reproduire ces phénomènes. Donc, pas forcément le phénomène en lui-même, mais les phénomènes associés. C'est-à-dire la furtivité des matériaux, c'est-à-dire les propulsions silencieuses, ou d'autres, les effets magnétiques. Parce que souvent, quand un objet passe, on a des effets magnétiques sur des détecteurs magnétiques, sur les lumières des villes qui s'éteignent, etc. Donc, des recherches sont menées. Et en France, des individus, même des groupes, ont mené des recherches là-dessus. Il y a eu un groupe qui s'appelait le GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens, qui a été créé en 1962 par un ingénieur. Il y avait une armée d'ingénieurs dans cette structure, dans cette association. C'était un véritable bataillon d'ingénieurs. Ingénieurs en matériaux, ingénieurs en propulsion, militaires. Et on s'est rendu compte, en 1974, parce qu'il y a eu des déclarations d'un ministre de la Défense de l'époque, qui disait que l'armée était en relation avec ce groupe et lui transmettait ces informations. D'accord. Donc, l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est celle que je formule, si l'armée transmet à un groupe privé constitué de militaires, d'ingénieurs, ces informations, c'est qu'en retour, elle doit avoir quelque chose. Voilà. Et donc, il y avait, à mon avis, c'est mon avis, très certainement une collaboration entre ce groupe qui était peut-être un groupe qui était missionné par l'armée, qui était un paravent de bénévoles, etc., qui travaillaient donc sans coûter un sou à l'armée, mais qui lui transmettaient ces résultats. Et eux enquêtaient vraiment sur les phénomènes. Par exemple, dans le cas de Luce Fontaine à La Réunion, ils ont reçu le rapport et on voit très bien, donc ils ont une revue qui s'appelle Phénomènes spatiaux, et donc ils étudient pourquoi le rayonnement nucléaire, etc. Donc ils s'intéressent à ça, ils font des hypothèses techniques, des fois ils essaient de les vérifier par le calcul ou alors même par l'expérience. C'est pas probant cette affaire, ça n'a jamais réussi, alors ces chercheurs-là ils sont un peu... Alors ça n'a jamais réussi, probablement que ça c'est pas allé bien loin, c'est probable, mais néanmoins, dans le cas du GEPA, j'en sais rien à vrai dire, mais des personnes plus connu aujourd'hui comme Jean-Pierre Petit, un astrophysicien, plusieurs casquettes en matière de physique. Et donc lui, il a ouvertement indiqué qu'il s'inspirait des rapports d'OVNI pour développer ses recherches. Et lui, donc, il a développé des recherches assez poussées en MHD, magnéto-hydrodynamique, un nouveau mode de propulsion. Et là, ça marche bien, puisqu'il a mené des expériences et ça fonctionnait, etc. Après, on n'en est pas au niveau industriel, on n'en est pas au niveau de faire voler un appareil avec la magnéto-hydrodynamique, mais on y arrive avec des sous-marins, on y arriverait avec des bateaux aussi, donc bon. Voilà. Toujours dans l'idée non pas de la perfection de l'humanité, mais de la perfection de la guerre et du militaire. Voilà, l'idée c'est clairement dominer les autres armées par ses capacités techniques, par des percées techniques, des percées scientifiques. En copiant ce qu'on aurait appris des extraterrestres. Cette base de données incroyable. Les crop circles, donc je cherchais le terme en français, les agroglyphes. Les cercles de blé, les cercles de céréales. Agroglyphes. Agroglyphes, oui, il y a ça aussi, plusieurs mots. On peut associer ça aux extraterrestres, aux ovnis ou... J'en ai absolument aucune idée. Ouais. C'est quand même sidérant, ça, c'est quand même dans pas mal de champs de blé. Ouais, alors, comme pour l'ufologie américaine, moi je considère les données de base. Donc on a des fois des figures qui font 400 ou 500 mètres
de longueur. Oui, qui se font dans la nuit. Qui se font dans la nuit, en échappant aux coups de fusil des fermiers, de manière très furtive. Oui. Avec des tiges de blé entrelacées. Voilà, et observés en hauteur qui sont apparemment parfaites. Alors dans le détail, évidemment, c'est pas parfait. Mais voilà, donc ça pose question. Qui s'amuse à faire ça? Surtout que des fois, certaines années, dans les années 90 notamment, ou 80 en Angleterre, pourquoi qu'en Angleterre? Il y en avait des dizaines et des dizaines qui apparaissaient la même année. Donc il y aurait des groupes qui s'amuseraient à passer leur temps, des nuits blanches, à faire ce genre de choses. Ça paraît assez incroyable. Ça pourrait être même l'armée. Et j'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Si c'était l'armée, ils le feraient sur leur terrain militaire. J'en ai aucune idée. Et donc par un moment, il y a eu un certain Doug et Dave, donc deux retraités britanniques, qui ont refait la chose, grossièrement avec des cordes et des planches, mais bon, c'est pas convaincant. Non. Voilà. Donc qui fait ça? Pourquoi? J'en sais rien. On l'associe aux ovnis ou pas du tout? Alors les ufologues, certains ufologues l'associent aux ovnis. Par exemple, le groupe de Pierre Bick, dont vous me parliez tout à l'heure, est plusieurs fois parti en Angleterre faire des enquêtes là-dessus. Donc lui, ouvertement, il associe parce qu'il y aurait des fois simultanément des observations de boules lumineuses, des petites, remarquez, c'est pas du gros ovni. Je sais pas, mais des manifestations d'objets non identifiés au-dessus. Par contre, le groupe VK, donc là qui est constitué des ufologues plus ou moins du nord-est, un peu parisiens, Gilles Durand par exemple, Thierry Rocher il me semble, donc sont partis enquêter, et pour eux non, c'est humain. Ils estiment que dans 99% des cas c'est du land art bon, j'aimerais bien qu'on me parle plus de ce land art, parce que moi je vois pas beaucoup d'artistes spécialistes du land art, voilà. Donc pour eux ce serait ça. Bon, ça reste encore un mystère. Ça reste un mystère, effectivement. Ce que je comprends dans cette discussion, c'est que si jamais on voit une soucoupe volante, on n'a pas trop intérêt à s'y approcher, parce qu'on va saigner du nez puis on va tout irradier. Il y a un cas à Assas, dans les années 1950, où un homme promène son chien, je crois, à proximité, et puis il voit un objet, donc on les appelait soucoupes volantes à l'époque, donc on peut parler de soucoupe volante, puisque c'était le nom qu'on leur donnait, une soucoupe volante qui a atterri, me semble, et son chien s'approche très près. Et après il meurt d'un cancer très rapidement, sa peau part en lambeaux, etc. Donc, et il y a des témoignages de rencontres rapprochées, de témoins qui disent qu'on les a prévenus, et là j'ai pas d'exemple à vous donner, ça me revient pas, de pas trop s'approcher, c'était dangereux, etc. Les a prévenus, c'est-à-dire mentalement, ceux qui étaient dans la soucoupe leur a dit t'approches pas, on comprenait ça, quoi. Voilà. Ah oui. Donc, avertissement, et voilà. Ah oui. Notamment en 1954, où là il y a eu une vague considérable sur la France, sur l'Italie, et même on se rend compte sur la Belgique aussi, et sur Madagascar, puisqu'on a ce cas de Tananarive en 1954. Donc là il y a une vague absolument qui est en train de tomber dans l'oubli, oui, mais qui était incroyable. Il y a eu d'autres vagues pour la Belgique, encore une fois, avec la frontière, les militaires français ils n'avaient rien sur leur radar, alors que les Belges ils en avaient plein. Mais enfin bon, oui, mais les militaires français, les militaires belges ont donné à consulter aux militaires français, ce qui pose des questions, leurs enregistrements radar. Oui. Donc les Français ont eu accès aux enregistrements radar des militaires belges. Les armées coopèrent quand même étroitement. En France, la radioactivité de Tchernobyl ne passe pas à travers nos frontières, et les ovnis non plus. C'est bien connu. Ça ne va pas s'inquiéter. Quoique, c'est quand même la France qui a créé le GEPAN, et il y a très peu de structures comme ça ailleurs dans le monde. Il y a le CEFA au Chili. Voilà. Et donc la France quand même est en pointe là, au niveau de... Mais on peut vraiment s'y fier au GEPAN parce que... Alors c'est la question. Quelqu'un comme Gilles Dabourdet s'y fie complètement. Quelqu'un comme Joël Ménard est plus circonspect. Pour lui, ou Jean-Pierre Petit. Pour Jean-Pierre Petit, par exemple, c'est une officine de désinformation. Oui. C'est une boîte aux lettres. Il y a un qui est là pour calmer les gens, et c'est vrai une boîte à idées. Ça vous calmera. Voilà. Et c'est vrai que ça pose question. Je regardais un reportage sur le GEPAN, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a quelques mois là. Dans la base de données du GEPAN, il y a tous les cas qui en théorie sont connus, qui ont été enquêtés par la gendarmerie. Il manque le cas de Cussac. Cussac 1967, donc il n'était pas quand j'ai soutenu ma thèse, peut-être qu'il y est maintenant. Donc le cas de Cussac, en 1976, donc on est dans le 1967, on est dans le centre de la France, dans le Cantal. 2 enfants observent une boule stationnant dans un champ avec des espèces d'humanoïdes qui virevoltent autour et qui rentrent par le dessus de la boule. Donc c'est une observation très étrange. Cette observation n'était pas, en octobre 2016, n'était pas dans la base de données qu'on peut consulter sur Internet du GEPAN. Et bizarrement, dans le reportage télévisé, le journaliste filme le directeur en train de parler, il montre ses dossiers, et on voit un énorme dossier Cussac 1967. Donc il y a le dossier qui est bien au GEPAN, mais il n'est pas sur la...
Et voilà, et pendant très longtemps, Valençol, donc 1965, la Maurice Mas, qui pareil, il voit une espèce d'engin avec un trépied, des petits êtres autour, il n'était pas disponible en ligne. Donc voilà, il est possible que les cas les plus étranges soient pas en fait. Oui, finalement on fait le tri et puis on ne laisse voilà. que des petites bêtises Voilà. et puis on garde les... Et tout ce qui concerne 54, il y a pratiquement rien. Donc alors qu'en 54, on en a vu des choses. Alors c'était quoi? C'était des soucoupes volantes par milliers? Non, en 54, il y a eu beaucoup de rencontres rapprochées. C'est-à-dire rencontres rapprochées. Oui, beaucoup. C'est-à-dire ils sortaient? Ah oui, atterrissage avec des humanoïdes qui descendent. Alors, à Madagascar, en Belgique. Oui. Toute cette vague-là. À l'automne, à la fin de l'été 1954 jusqu'à l'automne, on a une vague dont parle beaucoup Aimé Michel, hein, notamment dans son livre Mystérieux objets célestes. On a une vague incroyable qui affecte toute la France. Et donc les journaux, régionaux, les quotidiens régionaux en parlent beaucoup. Des fois, on a 8 cas par jour. Donc des fois, c'est carrément une soucoupe volante qui atterrit avec des petits êtres qui sortent, qui récoltent des choses. C'est toujours pas les petits gris? Non. Ils sont comment? Il y a de tout. En fait, il y a de tout. Mais des fois, ils sont même ils ont un aspect humain. Ils sont en tenue militaire. Tout simplement. Et des fois, ils demandent la direction. Où est la direction de Marseille? Donc c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Hein. Et là, on est dans un temps où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les smartphones, donc on ne pouvait pas tout de suite partir en vrille. Et puis ces gens-là, c'était souvent, parce qu'il y avait beaucoup de paysans à l'époque, beaucoup d'agriculteurs. Donc, aucun contact de communication. Voilà, et si on peut parler d'une contamination de la science-fiction, ces gens-là n'étaient pas des lecteurs de science-fiction. C'est fou, ça. Et pour des bêtises pareilles. Par exemple, après Manon, dans le Jura, en 1954, alors, je ne sais pas exactement quelle date, c'est des enfants qui voient des espèces de rectangles un rectangle, je ne sais plus s'il y en a un ou plusieurs, qui se déplace vers eux, ils jettent des pierres, ils jettent des fléchettes, ça fait un bruit métallique, et voilà, et ça s'en va. Donc des fois c'est des humanoïdes, des fois... Ça c'est toujours en 54? Ouais, c'est toujours en 54. Et des photos auraient été prises. Donc j'ai vu la mention chez Jacques Vallée dans un de ses livres, aux éditions J'ai lu, je ne me rappelle plus le titre exactement, et qui dit que des photos ont été prises, où on voyait notamment 6 humanoïdes, mais là j'ai vu la mention nulle part. Les photos, on ne les voit plus. Je les ai pas rencontrées. Et ce qui est étrange, c'est que justement ça arrive par vagues cette affaire. Ouais. C'est très marée étrange. haute, marée basse. C'est très étrange, effectivement. Les ufologues n'ont pas d'explication. Hein. Alors par moment, on disait qu'il y avait des oppositions avec Mars, c'est-à-dire des périodes où Mars était plus proche de la Terre. Ouais. Donc ça, c'est notamment Jacques Vallée qui développe cette hypothèse, et mais Michel aussi. Et on constate que les vagues, elles interviennent en 1954, au moment où Mars est vraiment très proche de la Terre. Donc il fait des prédictions pour les futures oppositions de Mars, et ça se vérifie pas réellement. Ah, donc voilà, voilà. Il y en a d'autres qui profitent de ce mystère ovni et qui ont même carrément monté une secte. Je parle de Raël, par exemple. Lui, il a été invité par les extraterrestres, il a vu tous les prophètes dans la soucoupe et maintenant c'est lui le prophète qu'il faut suivre. C'est dangereux aussi de surfer sur ça. Et oui, et c'est la raison pour laquelle les groupements ufologiques sont infestés aux États-Unis comme en France d'agents des services de renseignement. Pourquoi infester? Tant mieux. Je sais pas. En tout cas, tant mieux peut-être. En tout cas, il se trouve que très souvent, on connaît leur pedigree parce qu'eux le disent eux-mêmes, ou ils écrivent des bouquins en disant qu'ils étaient... Et ils sont dans telle association. Ils sont suivis. Et aux États-Unis, c'est pareil. Donc aux États-Unis, il y a certains groupements qui ont été dirigés par l'ancien directeur de la CIA. Donc, voilà, donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un intérêt des services de renseignement à savoir ce qui se passe dans ces groupements. Ouais. Alors c'est la surveillance sectaire, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le danger d'une déstabilisation. Donc est-ce que ces gens-là sont des agitateurs? Est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est pas un paravent pour des services de renseignement extérieur? Parce que c'est ça aussi. Ces gens-là qui ont des cartes d'enquêteurs, comme par exemple dans la Lumière dans la nuit, ils vont autour des bases militaires, ils observent, ils interrogent les gens. Donc ça pourrait être un paravent, surtout en période de guerre froide, pour des services secrets. Donc voilà pourquoi ils sont là. Et aussi, probablement, moi c'est mon sentiment, pour collecter des renseignements qui sont ensuite transmis à d'autres. Voilà. Jimmy Carter, il avait vu un ovni, et puis il avait dit qu'il allait faire la lumière, il fallait ça président, puis à chaque fois, tout le monde se tait. Oui, tous les présidents américains promettent, enfin en tout cas les derniers, de faire la lumière sur la question, et au final, la lumière n'est jamais faite. Ouais.
étrange. Alors bon, on va quitter le côté mondial et puis on va rester quand même en France parce que c'est quand même le sujet des 2 tomes de votre livre aux éditions... Le temps présent JMG. Mais dites donc, je l'avais pas dit. Alors, OVNI sur la France des années 1940 à nos jours, on est sûr qu'il n'y a pas une seule erreur. Peut-on être sûr qu'il n'y a pas une seule erreur dans un ouvrage de 600 pages? Donc il y aura toujours des erreurs. Oui. Mais voilà, donc je vais essayer de les limiter au maximum. Ouais, en recoupant les informations, les Et en témoignages. citant les sources, ce qu'on trouve très rarement dans les ouvrages ufologiques. Donc là, moi, toutes mes sources sont citées. Donc on peut les vérifier, voilà, on peut continuer, s'appuyer dessus. Donc l'objectif c'est aussi de lancer cette recherche un petit peu universitaire sur la question. Et d'ailleurs j'étais très surpris que les autorités universitaires acceptent si facilement un tel sujet. Et bon, ça c'est fait. Vive la France. Oui, c'est très bien. Si je m'arrête 2 secondes sur cette conversation, je vois qu'il faut donc éviter les soucoupes volantes, radiation, le chien qui meurt d'un cancer qui perd ses poils quelques jours plus tard. Bon, qu'on peut très bien se faire enlever par des extraterrestres sans s'en rendre compte vraiment. Il y a aussi les contactés dont on n'a pas parlé. Les contactés, dans les années 50-60, on avait beaucoup de contactés. Enfin, beaucoup de contactés. Vous appelez des contactés. Ce qu'on appelle les contactés, c'est des gens qui rentrent en relation, qui prétendent entrer en relation télépathique ou visuelle ou en communication verbale, et on leur transmet, d'après leur dire, un message leur serait transmis, ils communiqueraient avec ces êtres, soit télépathiquement, soit par la parole. Et donc en France, on a par exemple, vous avez parlé de Claude Vorillon, là évidemment c'est vraiment ce sujet à caution, donc ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a Pierre Monet qui a fait une rencontre, je ne sais plus exactement, je crois que c'était en 1951 ou 52. Donc il rentrait de chez lui, il est allé voir sa petite amie et il tombe sur une soucoupe avec ses occupants qui sont apparemment des humains, et qui ont un aspect humain et qui communiquent avec lui. Alors je crois que c'était télépathiquement en fait. Et donc il a été extrêmement marqué par cette rencontre. Ce cas a été investigué, comme je le dis dans mon livre, par le GREPO, le groupement du Vaucluse, notamment René Faudrin. Et c'est lui-même, Pierre Monet, qui a créé le GREPO. D'accord. Pourquoi a-t-il créé le GREPO? Pour avoir des informations, pour récolter des informations, dans l'espoir de renouveler cette rencontre. Mais cette rencontre, il y avait un message qui passait. C'est très souvent un message de type écologique. Tiens non. Voilà. Donc la Terre est en danger, vous la mettez en danger. C'était Nicolas Hulot qui était déguisé. Très souvent un message qui est diffusé comme ça. Pacificateur. Voilà, lié à la guerre, paix, amour, lié au nucléaire, oui. lié à la destruction de notre environnement. On va en parler de ces messages pseudo-télépathiques et de ces apparitions sympathiques forcément pour quelques messages et peut-être inquiétants pour d'autres. Et puis on va parler de cette histoire atomique aussi, parce qu'il y a pas mal d'ovnis qui soi-disant zonent autour des phénomènes atomiques. On se retrouve dans la 3e partie.